Bonsoir à tous, bienvenue dans Les Incorrectibles, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle émission. Alors aujourd'hui, une émission un peu spéciale. On va vous proposer un vrai débat, un face-à-face entre deux personnalités qui ont choisi de quitter les grands médias traditionnels pour créer leur propre espace d'information. Dans un paysage où la gauche et la droite semblent plus divisées que jamais, une question se pose donc. Est-ce que ce clivage a encore du sens quand on parle de médias alternatifs ? J'ai donc le plaisir de recevoir tout d'abord Aude Lancelin, fondatrice du média QG, Quartier Général donc, ancienne directrice adjointe des rédactions de l'Obs et de Marianne. Bonsoir Aude. Bonsoir. Merci d'avoir accepté cette invitation. Et puis à ma droite, c'est un hasard bien sûr, le plaisir de recevoir Régis Le Sommier. Il est directeur de la rédaction d'Omerta, un média que je connais bien. Il est grand reporter, ancien directeur adjoint de Paris Match. Alors, bonsoir d'abord, cher Régis. Bonsoir. Ravi de vous retrouver cette fois dans un registre... à nouveau chez vous. Voilà, mais cette fois avec quelqu'un en face de vous, qui n'est pas moi. Donc deux visions très différentes qu'on va vous proposer aujourd'hui pour donc une émission un petit peu originale. On l'a baptisée La revanche des médias alternatifs. Donc deux visions très différentes, je le disais, mais un point commun, avoir donc claqué la porte du système médiatique classique. Alors que reste-t-il du journalisme d'hier ? Est-ce que les médias dits mainstream font encore leur boulot ? C'est ce dont on va parler tout de suite dans cette émission. Alors, premier thème de cette discussion, on peut dire, parce qu'il y a des points sur lesquels je pense que vous allez être d'accord. Le clivage, d'abord, droite-gauche, est-ce qu'il a encore du sens pour les médias alternatifs ? C'est vers vous, Aude, que je vais me tourner en premier. Vous avez donc vous-même été invité par Omerta, le média de Régis Le Sommier. Régis, vous avez été invité par QG, le média d'Aude. Est-ce que cela traduit une forme de dépassement finalement sincère du clivage droite-gauche ? Alors j'aimerais vous dire oui, mais je pense que ce n'est pas le cas. Je pense que ce clivage, il existe encore, il est assez fort sur des thèmes sur lesquels on va revenir, j'imagine, au cours de cette émission. Et il se trouve que Régis Le Sommier et moi, oui, nous faisons partie des gens qui essayons vraiment de dialoguer avec l'autre camp, mais on reste, je pense, une minorité à le faire. Je complète mon propos de la remarque suivante. Je pense que ce qui peut vous donner ce sentiment-là, c'est qu'en réalité, la gauche est en train de disparaître dans les médias alternatifs. Il y a vraiment une poussée de la droite. C'est là que sont les forces ascendantes, les vues. On le constate. Même chez nous, sur notre antenne, on le constate. Le grand cadavre à la renverse, c'est comme ça que Sartre appelait la gauche, est vraiment en train de connaître et en grande difficulté, en train de connaître une disparition accélérée. Il y a très peu de médias alternatifs de gauche qui résistent. Il y en a quelques-uns quand même. Pour des raisons, oui. Alors, on pourrait effectivement en citer quelques-uns. Le média, Blast, mais ce qui reste du média, c'est-à-dire pas grand-chose. Blast, en effet. Nous, QG, mais une gauche populaire qui n'est pas la gauche progressiste ordinaire. On entrera dans les distinctions, qui a tiré toutes les leçons de la période des Gilets jaunes et qui milite pour la justice sociale plus que pour des combats identitaires de gauche qui pour nous sont secondaires. Et donc on peut avoir le sentiment effectivement que le paysage indépendant est en train comme ça de s'unifier. Ce n'est pas le cas. Je pense que c'est plutôt faute de combattants à gauche. Régis ? Moi, ce qui me navre dans l'époque dans laquelle nous sommes aujourd'hui, en particulier par rapport peut-être, je dirais, à l'époque que nous avons connue, dans laquelle nous avons commencé le journalisme, une activité journalistique. Alors, il y a ce point positif qui est qu'aujourd'hui, on peut en effet faire prospérer des médias, décider d'en créer, que c'est pas, on n'a pas besoin de soulever des montagnes et ça peut fonctionner. C'est pas simple quand même de trouver le modèle économique. Je suis d'accord. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a des canaux de diffusion de l'information qui sont bien plus nombreux qu'à l'époque où moi j'ai commencé le journalisme, où il y avait 4 quotidiens, quelques hebdos, 3 chaînes télé, on va dire, un peu plus, mais il n'y avait pas grand-chose. Et je dirais que
Mais à cette époque-là, sur les divers médias, quels qu'ils soient, qu'ils aient des sensibilités de gauche ou des sensibilités de droite, il me semble qu'il existait, je dirais pas comment dire, une exigence de pluralisme, parce que c'était pas vrai partout, mais il y avait des incursions des uns chez les autres, il y avait des débats. Vous invitez tout le monde tous les deux dans vos médias Oui, respectifs. mais nous, on reste comme ça. On essaye justement, et parfois, on se rend compte, je peux te donner un exemple là, qui m'est arrivé il y a pas longtemps. On a invité chez Omerta Bernard Lugan pour parler de l'Algérie, du Maroc, de la France, de l'Afrique. Quelqu'un de très modéré. Très modéré, mais un des grands spécialistes de l'Afrique. Et évidemment, il y a eu dans les commentaires énormément de critiques, parce qu'on est suivi pas mal en Algérie. Et on a invité quelques jours plus tard un homme politique algérien, franco-algérien, mais qui a laissé tomber sa nationalité algérienne pour se présenter à l'élection. Bon, il a fait de la prison, etc. Enfin, voilà, qui s'appelle Rachid Nekaz. Et Rachid Nekaz a eu à peu près le même succès, je vais dire, que Bernard Lugan sur nos ondes. On a essayé de faire en sorte qu'il y ait un débat entre les deux. Ça n'a pas été possible. Voilà. Enfin, si vous voulez, moi, mon objectif aujourd'hui, et j'ai pu le renouveler dans d'autres occasions, c'est-à-dire d'inviter quelqu'un, pas systématiquement inviter quelqu'un d'opposé, mais se dire s'il y a une autre sensibilité, essayer de la faire s'exprimer chez nous. Et ça, c'est quelque chose C'est intéressant l'exemple de Bernard Lugan. Extrêmement riche. C'est quelqu'un que vous pourriez inviter sur QG ? Je ne sais pas. Il faudrait voir. Nous, c'est vrai qu'on essaye vraiment, non pas de faire sauter le clivage, mais de faire dialoguer par-delà le clivage, d'être authentiquement transpartisan, parce que on s'est lancé dans le sillage des Gilets jaunes et on a tiré de ce mouvement la conclusion que pour faire sauter le parti de l'argent, il fallait que toutes les forces du pays s'unissent, comme à l'époque du Conseil national de la résistance, par-delà les différences importantes qu'il peut y avoir entre nous. C'est ça le rôle de votre média, sinon, de vos médias respectifs, c'est de faire s'unir les gens, c'est ça ? Alors moi, je parlerai pour moi, mais nous combattons pour la justice sociale, pour la justice fiscale, pour la libre circulation des opinions retrouvées dans ce pays. Et ça ne peut se faire qu'en instaurant un dialogue avec des gens qui ne pensent pas comme nous sur tous les sujets. C'est ce que nous essayons de faire. Moi, je maintiens que nous sommes le seul média indépendant de gauche à le faire, à inviter parfois des personnalités radicales de droite. On a invité des Geoffroy Lejeune, on a invité l'inventeur du concept de remigration. Bon, évidemment, à chaque fois, on les met face à des contradictions et des contradicteurs, mais on est les seuls à le faire. Et d'ailleurs, moi, je suis obligée, dans mon propre camp de rattachement, de rendre des comptes régulièrement à ce sujet. Et d'ailleurs, je suis sûre que je devrais rendre des comptes une fois de plus après cette émission pour avoir dialogué avec le patron d'Omerta et dans les incorrectibles. Dans les incorrectibles, absolument, parce que dans notre camp, il y a un véritable sectarisme, il y a un véritable puritanisme intellectuel qui fait que... Mais qu'est-ce qui vous réunit justement ? C'est le rejet du mainstream, c'est ça, ce puritanisme que vous décrivez, que vous dénoncez. Vous le côtoyiez quand vous étiez dans les médias mainstream, ce qui vous a fait en partir ? Alors, je réponds brièvement. Ouais. Je l'ai toujours côtoyé. C'est-à-dire que je n'étais pas entrée au Nouvel Observateur dans les années 2000 depuis un mois, que déjà je le côtoyais. Je prends un exemple. Ça, j'aimerais qu'on parle un peu de ces médias mainstream. Moi, il se trouve que j'étais au service ID, donc je m'occupais des intellectuels, voilà. Et il se trouve que j'avais le tort de lire vraiment les livres sans prévention. Voilà, de m'emparer vraiment des livres et d'être séduite par des plumes, des idées, tout à fait au-delà des clivages. C'est comme ça que j'ai rencontré un auteur comme Philippe Muret, très tôt, au début des années 2000. C'est comme ça que j'ai découvert l'œuvre de Jean-Claude Michéa au début des années 2000 aussi, etc., etc. Et donc, j'ai eu très rapidement des problèmes avec la direction du journal, des gens comme Laurent Geoffrin, qui incarnent une social-démocratie en apparence molle, mais en réalité idéologiquement très, très dure.
et qui surveillait vraiment de très près ce qui se passait dans le domaine des idées. Alors moi, c'est pas tout à fait pareil avec Paris Match. Disons que l'expérience, j'y ai passé 27 ans de ma vie, quasiment presque la moitié de mon existence. Et j'ai franchi un petit peu toutes les... dans le reportage d'abord, ensuite grand reporter, et ensuite à la direction. Moi, ce que j'ai remarqué, c'est que on va dire, des incursions... Et c'est pas qu'il y avait un camp, en fait, à Paris Match, parce qu'il y avait des gens de droite, il y avait des gens de gauche. Globalement, le journal était marqué à droite, on va dire, en tout cas au début. Et puis après, il y a eu d'autres directeurs qui l'ont rendu plus, on va dire, social-démocrate. Mais ce que j'ai remarqué, c'est le rétrécissement, justement, de la possibilité de l'ouverture. C'est-à-dire, au fil des années... alors ça a pu se faire, je sais que ça c'est un des grands thèmes qu'évoque souvent Aude Lancelin, avec l'incursion du CAC 40 justement dans ces médias, mais en réalité ces médias ont toujours été... Au rachat et à la direction de ces médias. À la base de Paris Match, Jean Prévost était un grand capitaine d'industrie, voilà. Mais l'attitude que pouvait avoir par exemple... Paris Match, c'est un véritable outil d'influence, hein. C'était comme complètement, ça que c'était présenté. mais c'était un véritable outil d'influence. J'entendais d'ailleurs je voyais dans une émission l'autre jour où on expliquait que Paris Match, oui, c'est le journal qui fait les présidents. C'est vrai, hein, il y a cette dimension, la pipolisation de la vie politique, ça c'est toujours les thèmes, on était toujours interrogés là-dessus quand on était à Paris Match, et donc on avait trouvé d'ailleurs des sujets qui avaient été faits avec René Coty à l'époque en 1954, où il nous ouvrait la porte, il s'est installé à table, sa femme arrivait avec une louche et lui servait la soupe. Donc en fait, et il embrassait ses enfants, donc la pipolisation de la vie politique existait déjà, elle n'a pas attendu François Mitterrand ou Nicolas Sarkozy pour exister. Mais pour revenir sur la question des sensibilités politiques de droite comme de gauche, et justement cette irruption, on va dire, du CAC 40, c'est-à-dire qu'il y a des choses, à partir du moment où vous rentrez dans un groupe avec des intérêts, il est évident que vous n'êtes plus maître, on va dire, de votre ligne éditoriale. Vous l'êtes dans la mesure où vous pouvez de temps en temps encore vous octroyer des choses, mais il y a quand même un poids, et je pense qu'au Nouvel Obs également, du pouvoir, qu'il soit de gauche ou de droite, hein, en fonction du positionnement du titre, qui influe énormément. Et on ne peut pas dire qu'on fasse, dans ce type de journaux, du journalisme pur. Mais le journalisme pur n'existe sans doute pas. Mais ce que je remarque, c'est que dans les médias alternatifs, dont on parlera après, en revanche, on a une plus grande liberté, et on a cette liberté peut-être de retrouver l'essence du journalisme qui est, pour moi, pour tout ce qui a trait de l'opinion, le fait de pouvoir dialoguer, le fait de pouvoir confronter des idées, le fait de pouvoir ne pas être d'accord sans se dire, parce que c'est ça la tendance, c'est on n'est pas d'accord, mais vous n'avez pas le droit d'exister. C'est ça le problème de l'époque. Le problème de l'exacerbation, on le voit bien à l'Assemblée nationale entre LFI et le RN, on voit bien que c'est des gens qui se côtoient, mais pour qui voilà, il y a une sorte de mur absolu, d'inhumanité absolue plaqué sur l'un ou sur l'autre. Et moi, je ne crois pas à ça. Je crois que dans nos médias, en tout cas, on doit essayer d'être des cocos. Et vous avez encore moi, j'ai encore un pied dans le mainstream. Vous y êtes invité quand même pas mal dans les médias encore. J'y suis invité, mais si vous voulez, Pas sur CNews, qui est encore... oui, sur CNews, sur Europe 1... oui, c'est la nébuleuse, on va dire... oui, bien sûr. Quand même un petit peu attaquée par les médias, on va dire... Bien sûr, mais... bien pensants. Bien sûr, mais... Vous n'êtes pas invité chez Quotidien, par exemple? Non, alors, j'ai regretté, malheureusement. Avant, j'étais invité... chez je faisais les... C'est à vous non plus? C'est à vous, j'ai fait 28 minutes. Et vous ne les faites plus maintenant depuis que vous êtes à la tête d'Omerta? Depuis la tête d'Omerta. Comment vous expliquez ça? Il y a eu mon passage chez RT France, évidemment, qui n'a pas aidé. Il y a eu toute une campagne aussi de presse, parce que là aussi, ce qui n'arrivait pas, ou ce qui arrivait moins à l'époque où on commençait... C'est vrai qu'on rappelle que vous êtes agent russe, espion russe, complotiste et d'extrême droite. Voilà. Mais ce qui n'existait pas à l'époque, c'était
Enfin, ça existait, mais nous, à Paris Match, je me souviens, on appelait ça les bœufs carottes. C'est-à-dire ceux qui... c'est les bœufs carottes chez les policiers, c'est le surnom de l'IGPS, de la police des polices. Et ça s'est développé énormément dans les médias, c'est-à-dire on observe ce que fait l'autre, on fait une page Wikipédia par exemple, au hasard, où on publie un brûlot assassin sur la personne, voilà, on détruit ce que fait le confrère, où on observe... Des méthodes de voyous. Voilà. Méthode de voyous ou NKVD, c'est-à-dire souhaiter la mort sociale de quelqu'un. Donc on est dans ce journalisme parfois de délation où finalement tout un tas de... souvent je fais partie de la rubrique média de Télérama. Bon, en gros, quand quelqu'un comme ça vous appelle, ça veut dire qu'il va vous démolir, voilà, ou à Libé, etc., etc. Et ça existait moins avant. Un média militant. Oui, quoi. mais même pas un média, c'est-à-dire c'est des gens qui ont l'impression de faire le bien, qui sont dans une mission pour terrasser le fasciste ou terrasser... voilà. Et pour ce qui est aujourd'hui de cette... vous dites, oui, je suis un peu mainstream. En fait, en réalité, oui, je vais chez les médias de Vincent Bolloré, il n'y a aucun problème. Je suis très content d'y aller. Mais avant, je faisais les informés assez régulièrement de France Info. Depuis Noël 2022, je n'ai plus jamais été invité aux informés. Alors, il y a la guerre en Ukraine qui est sans doute venue, le fait que j'ai été faire des reportages côté russe, voilà. Et ça a fait de moi une sorte de personne où plus jamais, à partir de cette date, je n'étais invité sur un média de service public. Est-ce que vous considérez, comme tous les deux, est-ce que vous considérez dans une posture de rupture par rapport aux anciens médias où vous travaillez? Parce qu'on le voit bien, moi je sais les critiques qu'on va avoir, moi-même j'en viens, donc c'est qu'on va dire, ces trois-là finalement, ils sont aigris, et ils sont plus invités dans les médias mainstream, et c'est pour ça qu'ils nous crachent à la gueule. Non, il faut dire que c'est un choix, c'est pas du tout subi. Non, moi je n'ai jamais eu l'impression, en quittant les médias mainstream, de faire un journalisme différent des principes auxquels je m'étais astreint depuis le début et que je trouve qu'ils font la merveille de cette profession, c'est-à-dire d'essayer au maximum de se rapprocher, on va dire, de la vérité. Faites le même métier. D'essayer de demander l'avis des gens, de raconter leur histoire, et puis surtout d'être capable de dire parfois des choses qui sont pas agréables sur des gens qu'on aime bien. Et c'est tout ça le journalisme. Mais ces critères journalistiques, que j'ai été avec les talibans, ou que j'ai été avec les Russes, ou que j'ai été avec les Syriens, ou avec l'armée française en Afrique, j'ai toujours appliqué les mêmes critères. Les mêmes critères qui fait que, bon, voilà, je raconte une histoire, et je ne suis pas là pour servir la soupe. Voilà. Aude, il y a une vision commune de ce que vous fuyez tous les deux ? Moi, je suis d'accord sur le fait que ce n'est pas nous qui avons rompu avec le journalisme mainstream, c'est le journalisme qui est actuel dans les médias dominants qui a rompu avec l'éthique de notre métier. C'est Orwell qui disait ça. Faire du journalisme, c'est publier ou dire des choses que quelqu'un ne voudrait pas voir imprimées. Le reste n'est que relations publiques. À mesure que le champ médiatique a été entièrement dévoré par le CAC 40, cette éthique-là s'est totalement perdue puisque le rapport de force entre journalistes et actionnaires est devenu extrêmement défavorable à notre profession. Il y a un chantage à l'emploi énorme. Soit vous êtes le petit doigt sur la couture du pantalon dans ces médias-là, soit vous dégagez. C'est très clair maintenant. Voilà, donc moi je pense que la liberté, elle est de notre côté, entre guillemets, aujourd'hui. Mais absolument, mais je peux en prendre des tas d'exemples. C'est-à-dire que le suivi actuel que nous menons sur mon média QG de la guerre en Ukraine, il eût été impossible de l'avoir dans un journal comme l'Obs. Nous invitons les plus grands noms sur ce sujet-là, les meilleurs experts. Personne qui ne sont
plus jamais soit jamais invité comme Jacques Beau, soit plus jamais invité comme Emmanuel Todd. Et personne ne peut nous prendre en défaut d'erreurs factuelles sur ce que nous avons dit. Nous avons été les premiers à sortir les informations sur Nord Stream, pour ne prendre qu'un exemple, alors qu'on nous racontait dans tous les grands médias que c'était les Russes qui avaient fait sauter leur propre gazoduc, de la même façon qu'ils avaient fait sauter le pont de Crimée, etc. etc. Ce suivi-là, dont les gens nous en sont extrêmement reconnaissants, jamais je n'aurais pu l'avoir dans un média comme le Nouvel On peut Obs. encore parler d'immigration, justement, et d'autres sujets, justement, comme vous le disiez, d'islam, du genre ou de l'Ukraine, sans être immédiatement étiqueté. C'est plus possible du tout dans les médias mainstream. Alors, bon, là l'immigration et les questions religieuses, ethniques, etc., c'est peut-être la grande fracture qui existe encore dans le monde des indépendants. Donc, si vous voulez, dans un univers comme celui des médias de Vincent Bolloré, non seulement c'est tout à fait possible de le faire, mais c'est même quotidien, j'ai envie de dire. Ça fait partie des champs de préoccupation, pour ne pas dire davantage. Et qui semble être voulu par le public, puisqu'ils sont quand même, pour ce qui concerne CNews, numéro 1 maintenant devant BFM. Ça, c'est une vraie question. Moi, évidemment, je ne partagerai sans doute pas votre point de vue à tous les deux sur cette affaire. Est-ce que cette question-là, est-ce que la question entre 12 paires de guillemets de la submersion migratoire, est-ce que ce sont les gens qui s'en inquiètent et qui veulent l'avoir sur les écrans, ou est-ce que le poisson pourrit par la tête, et est-ce qu'elle est imposée Alors le poisson est avec nous. Je vous laisse terminer, je termine juste, et je passe bien sûr la parole à Régis, mais j'en reviens toujours là, mais c'est extrêmement frappant. Un mouvement extrêmement populaire comme les Gilets jaunes, quand parmi leurs revendications phares, il y avait la justice fiscale, il y avait les taxes, il y avait la démocratisation des institutions, il n'y avait pas l'immigration, il n'y avait pas la peur du musulman, etc. Ça ne surgissait pas dans les discussions. Je parle des discussions en province, sur les ronds-points, ou à Paris, lors des grands mouvements, etc. C'est quand même l'indice de quelque chose. Régis, le poisson. Non, moi je répondrais que sur ces questions-là, il faut quand même reconnaître une chose, c'est le mérite de Vincent Bolloré, pour moi. Enfin, il est isolé quand même. Mais justement, il est isolé. Enfin, il y a quelques autres. Sur le positionnement éditorial, il est seul. Sur ce positionnement, oui. Alors, il est plus seul. Il y a un autre milliardaire comme Sterrin. Oui, mais enfin, il n'y a pas de médias, Pierre-Édouard Sterrin. Qui mène une bataille, qui injecte énormément d'argent. Il voulait racheter Marianne, d'ailleurs, il n'a pas pu. Et de l'autre côté, il y a Pigasse, Mathieu Pigasse. Donc voilà, c'est eux qui occupent l'espace. Mais ça, c'est pas... Enfin, moi, personnellement, qui ai été en partie élevé dans le moule anglo-saxon, avec une partie aux États-Unis, et qui est toujours comme référence la presse américaine, ça ne me choque pas. Plus que ça, le mécène et la presse, ça a toujours fonctionné. Je vous donnais l'exemple de Jean Prouveau, qui est à la fondation de Paris Match, qui était un capitaine d'industrie. Et à l'époque, déjà, dans les années 30, vous aviez déjà des grands propriétaires d'industrie, qui s'achetaient des journaux, ou qui en tout cas avaient... Donc ça fonctionne à partir du moment où, en effet, l'équilibre entre ce qui est dit dans les journaux et l'intérêt du patron, enfin, il y a quelque chose de... Il y a un combat qui se fait pour, justement, pour que les choses que certains ne veulent pas voir publiées soient publiées. Et ça, tout dépend souvent de l'attitude du mécène, à savoir s'il est très interventionniste ou s'il l'est moins. Je ne vais pas vous dire au niveau de Paris Match que je n'ai pas vu d'intervention, j'en ai vu, vécu, j'ai avalé parfois mon chapeau, mais si vous voulez, je pense qu'on est aujourd'hui, il ne faut pas dire non plus que les médias mainstream et les médias alternatifs sont totalement différents. Moi je pense qu'il y a un exercice du journalisme qui peut se faire sur les médias alternatifs avec la même rigueur qu'on avait avant, avec les mêmes principes, tout ça. Mais je trouve que pour ce qui est de Vincent Bolloré, pour revenir sur le sujet du début, c'est qu'il a quand même eu le mérite, pour moi,
de casser un monopole intellectuel, on va dire, de la gauche, qui existait depuis 1981, depuis l'arrivée de François Mitterrand, avec une sorte de... tout ce qui était de droite était rejeté. Alors, je ne parle pas évidemment du Figaro ou des titres ronrons conservateurs, mais la pensée de droite, ou en tout cas, et ce succès de CNews, je pense, peut être expliqué par le fait qu'on a voulu enfermer ces thématiques, qu'on a voulu ne pas en parler, ou si on en parlait à une époque, c'est qu'on était fasciste, c'est qu'on était Rassemblement National ou Front National, qu'on était avec Le Pen, et tout ça c'était très mal, et fallait pas en parler dans la sphère publique. Là je vous interromps parce que moi voilà. j'ai une autre analyse que vous là-dessus, alors que je ne suis pas partie prenante à ces discussions, mais j'ai plutôt l'impression justement que le succès de CNews vient quelque part du fait qu'ils se sont peut-être inspirés justement de ces médias alternatifs justement, qui avaient les premiers mis en valeur ce politiquement incorrect, parce qu'il y a eu quand même un glissement, on va dire, de CNews il y a quelques années. C'était pas l'angle éditorial de CNews qui a été choisi. Mais ce que je veux dire, c'est que globalement, il existait une chape de plomb dans les années 80, dans les années 90, et on sentait ce vent monter, on le voyait dans les urnes. Il ne faut pas quand même... je veux dire, il y avait Fox News aux États-Unis. Vous avez raison, les revendications des Gilets jaunes, etc. Mais il y avait quand même, je crois, 35% des Gilets jaunes qui se déclaraient proches du RN. Donc, ça voulait dire quand même que le thème était là. C'est la preuve que c'était un mouvement populaire, d'ailleurs. Oui, mais même si leur révolte était motivée peut-être par autre chose que par la haine du voisin ou par le fait qu'on considère qu'il y a trop d'immigrants en France. Je pense que... mais le succès de CNews... L'explosion de l'audimat est due, je pense, au fait que des gens se reconnaissent et ils se disent « on me parle d'insécurité ». Alors, ils ne la voient pas forcément, mais c'est plus un sentiment. Et pendant trop longtemps, on a dit que c'était un sentiment. Et du coup, le succès vient de ça. Voilà. Allez-y. Non, alors moi, pour m'exprimer sur le cas Bolloré, qui obsède beaucoup les gens à gauche, évidemment, d'une part, je suis très impressionnée, mais ce qui ne veut pas dire positivement ou négativement. Je suis très impressionnée par le combat culturel qu'il mène. Effectivement, il mène un vrai combat, il engage des vraies forces financières dans cette affaire et il obtient certains résultats parce que voilà, vous pouvez pour la première fois depuis longtemps dans ce pays zapper et tomber sur des émissions religieuses en pleine journée, alors qu'avant c'était le jour du Seigneur, le dimanche matin, diffusé dans les EHPAD. Donc qu'on partage ou pas les convictions de Vincent Bolloré, qu'elles soient religieuses ou au-delà, parce qu'il y a aussi un catholicisme non xénophobe et non raciste, je tiens à le rappeler, mais qu'on partage ou pas ses convictions, il mène un combat et il obtient des résultats. Néanmoins, moi je ne fais pas du tout partie de cette gauche persuadée que les gens votent Rassemblement National dans les campagnes parce qu'ils zappent sur CNews et qu'ils voient je ne sais qui, Pascal Praud ou Goldanel, à mon avis, qui ne leur parle pas du tout, qui n'est pas du tout dans leur spectre intellectuel, on va dire. Je ne pense pas du tout que ça marche comme ça. Le vote Rassemblement National, c'est le péché. Pour moi, c'est le péché de la gauche socialiste. Si le peuple, si les ouvriers votent RN, alors qu'ils votaient quand même encore beaucoup à gauche dans les années 80 et même 80 et jusqu'à François Hollande en réalité. Et maintenant qu'il y a eu cette conversion totale de la gauche au néolibéralisme et aux thématiques sociétales sur lesquelles on va peut-être revenir, qu'on peut appeler woke entre guillemets, effectivement, le peuple a complètement basculé à l'extrême droite. Il a été totalement abandonné. Moi, cette idée-là, une vraie fracture. Je ne l'ai pas découverte. Moi, je la soutiens depuis les années 2000, même à l'Obs, je la soutenais. C'est la thèse de l'abandon des classes populaires. C'est d'un Jean-Claude Michéa, par exemple. C'est la thèse de la gauche sans le peuple. La gauche sans le peuple, ça ne peut mener qu'à une explosion du Rassemblement national et bientôt probablement une élection du Rassemblement national. Donc pendant qu'une certaine gauche, pendant que le peuple souffre, une certaine gauche montre du doigt Vincent Bolloré, et elle ferait mieux de faire son inventaire et de le faire très très rapidement parce que maintenant l'heure est proche. Oui, alors ce constat, vous le partagez, je suppose, Régis. Finalement, sur le RN, c'est plutôt la dénonciation du RN qui
qui leur cause un tort considérable, quoi, plutôt que de faire des propositions, quoi. Moi, je pense qu'il y a un abandon, on va dire, effectivement d'une population, mais aussi d'un combat pour cette population. Ça me rappelle quand vous parliez là tout de suite sur la question de cette gauche qui s'est détournée du peuple. Ça me rappelait mai 68, avec cette tentative des trotskistes, anarchistes, etc., d'aller, pas très loin d'ici, puisque nous sommes à Boulogne, converser avec les ouvriers de l'usine de Boulogne-Billancourt, de l'usine Renault, pour appeler à la grève. Alors je crois que les ouvriers étaient en grève à l'époque, mais ce qui avait été noté, c'est que le discours en gros des gauchistes, de ce qu'on appelait les gauchistes, n'était absolument pas passé auprès de ces classes populaires qui étaient encadrées par la CGT et le Parti communiste. Mais à l'époque, il y avait une CGT, il y avait un Parti communiste qui, auprès de la classe ouvrière et dans les banlieues, imprimait un ordre social. Il y avait un ordre véritable et il y avait une certaine discipline, je vais dire, avec une représentation du monde ouvrier. Aujourd'hui, ce monde ouvrier s'est édulcoré, il est moins nombreux qu'à une époque. Il s'est atomisé aussi, il y a beaucoup de précarité, il y a beaucoup de gens qui sont en déshérence. Et cette classe intellectuelle est à mon avis la même qu'en 68, c'est-à-dire elle reste déconnectée des préoccupations réelles du peuple. Et quelque part, Marine Le Pen n'a pas eu trop de mal, même si elle n'est pas une pure représentante du peuple, mais à s'entourer, on va dire, de gens Moi, j'habite dans l'Eure, j'ai un député RN dans ma circonscription. Le village dans lequel je vote, vote à 60% pour le RN. Il n'y a pas un immigré, hein, mais il vote à 60% pour le RN. Et le représentant de l'endroit s'appelle Kevin et il a 27 ans. Voilà. Alors justement, c'est intéressant parce que vous parlez de cette fracture, justement, vous disiez il n'y a pas un seul immigré dans la commune où le RN remporte près de 60% des voix. Justement, cette fracture, j'aimerais qu'on revienne quand même à ce thème de débat, justement, sur cette fracture aussi entre les médias alternatifs et les médias mainstream. Qui construit, puisqu'on l'a dit tout à l'heure, on est tous les trois, autant que nous sommes, immédiatement taxés de complotisme, d'extrême droite, qui d'ailleurs est une insulte pour moi à ceux qui en ont vraiment été victimes. Moi, je n'en suis pas encore là, mais... Oh, mais pas loin. Vous nous rejoignez. Qui construit ces étiquetages aujourd'hui on va dire de bons points? Les médias eux-mêmes, les médias hostiles aux médias alternatifs, les politiques, le public, c'est qui détermine ces étiquettes qu'on nous accole? Bon, alors déjà, il y a des officines. Hein, vous êtes très critiqué, vous aussi. Non, croyez pas que vous échappez à... Non, je parlais d'extrême droite. Voilà. Je parlais du qualificatif d'extrême droite. Ah, mais on serait capable même, je suppose. Non, mais c'est... Alors, je vous le dis. D'où le côté complètement hallucinant. Oui, quand vous êtes réellement indépendant, c'est pas compliqué, vous ouvrez tous les fronts en même temps. C'est-à-dire que sur la cartographie de frontières, je me retrouve entre les Antifas et la CGT. Pourquoi pas, hein, et Fakir, voilà, espèce de no man's land. Mais de la même façon, à gauche, quand je dialogue par exemple avec Régis Le Sommier d'Omerta, je me fais taxer de rouge-brune, on m'accuse de dérive, etc. Donc c'est fantastique, en effet. Bon, alors, pour revenir à votre question, oui, il y a des officines chargées de ça. On les connaît, hein, Conspiracy Watch, les fact-checkers. Ils ont un petit peu du plomb dans l'aile depuis qu'il y a eu un changement de régime aux États-Unis, mais enfin, ils sont quand même toujours actifs. Hein. Moi, j'ai été diffamée l'hiver dernier très gravement. Ils ont cherché justement à établir que j'avais des liens croissants avec l'extrême droite. Bon, manque de bol, comme tout ça, manque absolument de rigueur. Donc ça à la bouche, extrême droite, complotiste, c'est-à-dire que si on enlève ces deux mots, ils disent plus rien, quoi. Absolument. Comme tout ça manque de rigueur et de savoir-faire professionnel, dans le même papier, je suis aussi accusée d'être proche d'Anas Kazib, de Révolution Permanente, de Tahaboua, tout ça n'a ni queue ni tête, voilà. Donc ce sont des officines qui sont payées sur fonds publics, qui sont utiles pour discréditer... Ils ont fini par le reconnaître, hein. Ils ont eu du mal avant de le reconnaître. Mais en commission, parlementaire. Les élus, voilà. 50% quand même. Et qui sont là, logiquement, pour abattre symboliquement, ou salir en tout cas, les dernières personnes à se battre dans ce pays, hein.
qu'elle soit de gauche ou qu'elle soit de droite, parce que c'est vrai que la grande nouveauté quand même des 10 dernières années que nous avons vécues, c'est que maintenant, même les figures intellectuelles de gauche, les plus cotés, je pense à Alain Badiou, ancien professeur culte à Normal Sup, je pense à Emmanuel Todd, je pense à Monique Pinson-Charlot qui avait des best-sellers de sociologie, etc., ne sont plus invités sur le service public. Donc, c'était Tadi ce soir ou jamais qui faisait encore ce boulot, ce job. Absolument. Et on est dans une situation, et il faut raccorder ça à la situation politique de la France, où on est dans une espèce de dictature élective, où il y a une apparence d'onction, de suffrage, mais qui en fait est de moins en moins respectée, parce que quelles que soient nos opinions, on peut quand même dire que ce qui est sorti des urnes aux législatives 2024 n'est aucunement représenté aujourd'hui à la tête de l'État. Où on retrouve un François Bayrou qui incarne pour le pire une espèce de macronisme zombie en même temps, où à la fois il faut s'occuper de l'identité de la France et aussi de la dette. Enfin, vraiment, le pire du pire alors que nous sommes un pays formidable, avec une culture, un passé prestigieux, des forces vives encore colossales, et voilà tout ce que nous en faisons. Donc, évidemment, quand on est dans ce type de régime politique, en réalité très dur, puisque toute contestation est traitée à la matraque dans la rue, avec la brave, les bacs, voire le raid, etc. Et puis de l'autre côté, à l'Assemblée nationale, on a des incarnations comme Bayrou. Eh bien, il faut des médias extrêmement à la botte. Il faut des médias qui correspondent. C'est quoi les zones rouges, les limites que vous ne franchissez pas, Aude Lancelin, par exemple, la QG? Alors, très franchement... Je vous poserai la même question à Gilles. Ouais, non, très franchement... Pour y inviter tout le monde, vraiment? Racisme ouvert et antisémitisme, c'est quand même une grande limite pour nous, pour une raison très simple. Par exemple, Dieudonné, moi je l'ai reçu, il est passé chez Omerta, chez Toxin, chez vous, non? Très franchement, je préfère pas, je vous le dis très honnêtement. Je sais que c'est pas parce qu'on est indépendant qu'on est nécessairement plus pur que les autres. On dépend d'un public. La course au clic, ça existe aussi. Est-ce que c'est moins sale que ce qu'on a appelé à une époque l'audimat à mort? Pourquoi je vous demande ça? Parce que par exemple sur la question d'Israël, c'est un sujet éminemment sensible. J'aimerais bien avoir votre avis respectif là-dessus. Comment vous traitez le conflit israélo-palestinien dans vos médias respectifs? Alors, juste pour terminer sur la xénophobie et antisémitisme, et puis je vous réponds sur Gaza, c'est vrai que moi, on est très ouvert, mais moi, je viens d'une culture où, c'est la fameuse phrase de saint Paul dans l'Épître aux Galates, il n'y a plus ni juif, ni grec, ni homme, ni femme, ni homme libre, ni esclave, vous êtes tous un. Et moi, je pense que l'humanité est une. Je pense qu'il n'y a pas de race. Et je pense que les agents de division, comme un Renaud Camus, qui intervient quotidiennement sur Twitter notamment, qui tweet depuis son château, pour expliquer qu'il y a un génocide par substitution, qu'il y a une contre-colonisation. Éric Zemmour, vous l'avez reçu sur QG? Non. Donc vous ne l'interviewez pas, par exemple? Pourquoi pas, mais il faudrait une forte contradiction en face. Régis alors sur Gaza, et après Régis ou Régis? Alors, de la même façon que je vous réponds... C'est le sujet éminemment fracturant. De la même façon que je vous ai répondu tout à l'heure sur l'Ukraine, que si j'étais dans le monde mainstream, je n'aurais jamais pu traiter Gaza comme on l'a traité. Nous avons invité les plus grandes voix, les Ronnie Broman, les Shlomo Sand, Taoufik Tahani de l'association France-Palestine, etc. Des gens aussi fous que ça paraisse dans notre pays, qui se targuent de sa liberté d'expression, qui ne sont plus invités sur le service public. Ronnie Broman nous a raconté en off que... On rappelle qui est Ronnie Broman? L'ancien président de Médecins sans frontières, un militant historique de la paix juste au Proche-Orient, pas un extrémiste, et en plus juif, né à Jérusalem,
et il n'est plus invité sur le service public français. Voilà. Donc on en est là aujourd'hui en France. Et malheureusement, j'ai l'impression que tout le monde n'en a pas la même conscience que nous. Vous l'avez reçu aussi, René Broman, Régis? On l'a reçu dans le cadre d'un documentaire, parce que là aussi, parfois, même avec notre volonté d'ouvrir, parfois les gens ne sont pas forcément réceptifs. Alors, vous savez que vous êtes qualifié aussi par certains comme un même média pro-palestinien, par exemple, Omerta. Vous répondez quoi à ces gens qui... Pro-palestinien, pro-russe, complotiste d'extrême droite, vous avez la quadrature du cercle, en fait. C'est assez déroutant, non. Nous, on a reçu Gilles-William Goldnadel, on en reçoit régulièrement Arnaud Klarsfeld, on reçoit... En fait, si vous voulez, la vraie... voilà, quand il s'agit, par contre, on avait reçu aussi Christophe Oberlin, qui est un chirurgien qui a beaucoup travaillé à Gaza, qui est quand même relativement proche du Hamas, mais pas pour des raisons d'avoir passé du temps là-bas, et qui est désigné par d'autres comme militant, etc. C'est très difficile, par exemple, de pouvoir les réunir et de se dire on va faire un débat. C'est ça le vrai problème aujourd'hui, c'est qu'il n'y a plus de place au débat, sauf peut-être chez nous, chez Aude. À quel moment un média devient un média militant? C'est très ténu, là. Mais moi, je pense qu'on peut avoir des convictions, les exprimer, mais je pense que quand on fait du journalisme, on ne doit pas être militant. Militant, c'est très respectable, journaliste, c'est très respectable, mais il existe pour moi une antinomie entre le fait d'être militant, qui veut dire magnifier la cause qu'on sert et comment éventuellement en édulcorant les parties négatives de la personne qui l'incarne, et le fait d'être journaliste, on doit dire toute la vérité. C'est ça le vrai... Il y a de la place pour la nuance encore? Je l'espère, mais vous évoquiez tout à l'heure Frédéric Tadei, je l'ai vu il n'y a pas longtemps, qui répondait à des questions sur une... Il n'est plus trop invité d'ailleurs, mais il a l'habitude, hein, lui, il a été quand même ostracisé avant nous, ça a été presque on va dire, une sorte de précurseur, mais il avait la volonté de créer ces débats. Et il racontait à ce propos que CNews lui a proposé à un moment en fin de soirée de faire une émission de débat comme ça. Les visiteurs du soir. Et qu'en fait, l'émission... Ça n'a pas duré longtemps. Ça n'a pas duré longtemps. Pourquoi? Et il dit tout simplement parce que le public ne voulait pas d'une autre opinion. En fait, le public voulait, en gros, que les gens qui regardent CNews regardent CNews, ceux qui regardent France Inter regardent France Inter, et en gros, chacun dans son coin. Le public n'a pas... Alors, pas tous les publics, évidemment. Et nous, il faut faire l'effort pour dire non, il faut confronter les idées. Parce que, je vous dis, sinon, c'est le règne du... la personne en face qui pense différemment ne doit pas exister. Je vous donne un exemple. Moi, à propos d'Israël, justement, j'ai été souvent appelé, après le 7 octobre, soit sur CNews, soit dans le JDD, à expliquer, je connais bien la région, les forces en présence, les dynamismes, le Hezbollah, etc. Et on m'avait convié à venir commenter les frappes iraniennes sur Tel Aviv. Et il y avait des personnes, je ne vais pas les citer, mais qui sont évidemment pro-israéliennes et qui s'exprimaient sur CNews. Et je prends un Uber pour y aller. Et j'étais avec un chauffeur Uber qui commence à me parler de la Palestine. Et il me parle comme si, naturellement, sans que j'aie à m'exprimer, j'étais tout à fait d'accord avec lui qu'il y avait un génocide, que ses frères arabes étaient massacrés par les bombes israéliennes et qu'il fallait faire quelque chose, etc. Il n'y avait pas de place à l'idée que je puisse penser différemment. 10 minutes après, je me retrouve sur CNews, je me retrouve dans des discussions où... L'inverse. C'est-à-dire qu'en fait, l'autre n'existe pas. Et je dirais que c'est pire que pour l'Ukraine. Parce que pour l'Ukraine, il y a quand même, qu'on le veuille ou non, entre les Ukrainiens et les Russes, ils se connaissent. Ils existent l'un pour l'autre. Ils se tuent, ils se massacrent. Ils ne sont pas d'accord avec Poutine, ils veulent le virer, ils veulent Zelensky, machin. Mais ça reste le même monde. Voilà. Là, il y a un écart qui fait que l'autre n'a même pas... On ne conçoit même pas que quelqu'un puisse penser comme l'autre. Voilà. Et ça m'a
j'ai trouvé que c'était révélateur parce que ça se passait quand même, on était en France, quoi. Voilà, dans le Uber ou sur le plateau de CNews. C'est pas affligeant ça, même, parce que voilà. vous êtes victime de la même chose. Oui, bien sûr. Non, mais c'est très compliqué d'organiser de vrais débats contradictoires. Je veux dire que sur Gaza... vous savez que vous êtes aussi taxée de pro-palestinienne. On a tenté, apparemment Marc Edwarnab a dit ça chez vous. Mais disons que non, on n'est pas pro-palestinien. On s'efforce de donner une information qu'on ne trouve pas sur les grands médias, sur cette affaire palestinienne, qu'on ne trouve plus. Là, pour le coup, même une chaîne comme CNews, me semble-t-il, et je ne parle même pas de BFM, puisque BFM a été félicité par le porte-parole de l'armée israélienne pour la qualité de son travail. Donc, tout est dit. Bon, voilà. Mais il y a énormément de sectarisme, notamment à gauche. Peut-être qu'on est plus porté à voir les défauts de son propre camp, puisqu'on le connaît mieux. Donc, mais moi, je le connais très très bien, ce sectarisme. Parce vous considérez de gauche, pas d'extrême gauche? Non, je ne suis pas d'extrême gauche. Je pense que les critères politiques se sont tellement décalés que... Mais voilà, moi, je milite, je ne suis pas communiste, je milite pour la justice sociale, pour une justice pour le peuple, mais je suis pas, évidemment pas d'extrême gauche. Mais nous avons, je prends un exemple très concret. Moi, je pense que compte tenu du poids qu'a le Rassemblement national dans le paysage politique français, et ça, en plus, ça ne date pas d'aujourd'hui. Ils ont été 3 fois au second tour de l'élection présidentielle française. Je pense qu'il serait quand même utile de débattre avec eux, évidemment en leur apportant une très sérieuse contradiction. Vous en recevez des membres du RN? Et j'avais commencé à concevoir cette idée avec une figure comme Jean-Philippe Tanguy. Voilà. Et en fait, je vous dis toute la vérité, c'est dans le camp de gauche, dans mon camp, que les gens ont refusé de se montrer une caméra face à lui. Parce qu'à gauche, on passe son temps à se demander si telle posture va passer auprès du parti, si on sera encore invité à parole d'honneur, voilà, vos amis bobos avec qui vous allez boire des coups à la rotonde de Stalingrad vont encore vous adresser la parole, etc. Donc on ne s'occupe pas du massacre économique du prolo blanc dans les campagnes, on s'occupe de savoir ce qui va se dire sur le front du canal Saint-Martin. Et c'est vraiment très regrettable, parce que moi, je pense que parler, échanger durement même avec une figure du Rassemblement national ne va pas vous contaminer, ni quoi que ce soit. Si vous êtes ferme sur vos principes, si vous êtes ferme sur vos idées, qu'est-ce qui peut se passer en réalité ? Mais je sens que c'est extrêmement difficile. Mais c'est très intéressant parce que c'est un point sur lequel on se rejoint avec Aude. On en a beaucoup parlé sur la question des Gilets jaunes. Et moi, j'ai eu à le traiter à l'époque en tant que directeur adjoint de Paris Match. Et je trouvais à l'époque, et je regrette toujours, c'est un de mes grands regrets, de ne pas avoir assez enquêté, assez travaillé, assez passé de temps avec les fameux Gilets jaunes des ronds-points. Parce que je pense que le cœur du mouvement se trouvait là, et non pas dans sa plateforme ou sa vitrine théâtrale qui était les Champs-Élysées tous les samedis avec les émeutes, etc. Je pense que pour le coup, on va dire que d'une certaine façon, l'emprise qu'a le pouvoir sur les médias a fait qu'on a voulu exacerber cet aspect-là au détriment de cette compréhension d'une véritable jacquerie au sens historique en France, c'est-à-dire des révoltes paysannes qui remontent à très loin, qui peuvent, que ce soit les bonnets rouges, que ce soit tout au Moyen-Âge et jusqu'aux guerres de Vendée, qui étaient d'une certaine façon un refus du diktat parisien. Et dans ces gilets jaunes des campagnes, dans ces gilets jaunes des ronds-points, il y avait une démarche authentiquement insurrectionnelle, on va dire, avec une volonté de changer la société, parfois de façon assez naïve, mais surtout,
il y avait des gens qui, toute leur vie, s'étaient conformés aux lois, aux règles, et se rendaient compte que, bon, ils avaient beau avoir payé leurs amendes, avoir fait tout bien, le 11 du mois, ils n'arrivaient plus à manger. Et ça m'a marqué parce que je me suis dit, j'ai failli dans ma mission, mais c'était quasiment impossible. Mais c'est-à-dire qu'au lieu de faire des vrais reportages de fond là-dessus, on s'est focalisé sur l'émeute, l'insurrection, parce que ça faisait peur et qu'il fallait vite, en gros, réprimer le mouvement. Et finalement, on allait dans le sens du pouvoir. On allait dans le sens des médias qui font peur pour dire « Attendez, mettons un terme à ce... » Parce que la France est regardée par le monde entier et c'est une menace pour la démocratie, on dira à la fin. En parlant de cette fameuse Vox Populi, alors vous qui connaissez bien les États-Unis, il y a eu véritablement un tremblement de terre avec cette dernière élection de Donald Trump parce que, en effet, Donald Trump, aussi incroyable que cela puisse paraître, il avait dans la dernière ligne droite, et même de manière assez générale, je crois pendant la campagne, plutôt ostracisé les médias mainstream et privilégié les entretiens avec Joe Rogan. Oui, mais ça m'intéresse qu'avec justement, vous en reparliez. Est-ce que vous pensez qu'à un moment donné, bon, les médias mainstream risquent pas de disparaître, mais est-ce que vous pensez qu'il va y avoir un rééquilibrage et que ces médias dits alternatifs, parce que c'est aussi un peu péjoratif, ces médias alternatifs, on a une petite économie, mais est-ce que vous pensez que demain, il peut y avoir un glissement vers les médias sur Internet Moi, Régis et Aude. Je ne sais pas, je pense que il y a quand même des choses assez surprenantes qui se produisent. Les audiences des uns fondent quand les audiences des autres augmentent. C'est un peu ça, j'ai vu que vous aviez dépassé les 100 000, vous avez sur YouTube, vous avez eu votre trophée. Nous, on l'avait... Alors qu'on est en accès payant en plus. Voilà, donc c'est d'autant plus méritoire. Ouais, parce que, voilà. mais ça prouve une chose, nous, on a dépassé les 400 000 là. On est un peu victime de notre succès. Nous, les 300 000. Voilà, donc c'est considérable quand même, parce que c'est quand même des gens qui mettent leur nom. Enfin, il y a tout un... Voilà, il y a un principe d'abonnement. Après, nous, on a une partie payante aussi pour ce qui est des docus. Ce que je constate en tout cas, c'est que, et j'en discutais aussi avec d'autres qui font des matinales, nous on fait pas de matinale chez Omerta, mais Frontières, Tocsin, voilà. Tocsin par exemple a une matinale qui en termes d'audience dépasse la matinale équivalente sur YouTube de France 24. Donc c'est quand même assez significatif. Un média qui a tous les fonds publics et un autre média qui vit grâce aux dons des gens qui est passé, lui, à 350 000 en même pas un an et demi, je crois. Donc oui, ça c'est surprenant parce qu'on ne s'attend pas à ce succès, mais je pense que ce succès aussi, il vient du fait qu'on applique des principes journalistiques qui étaient les nôtres et qui restent intemporels. Cette phrase d'Orwell que vous avez citée, mais aussi cette rigueur, le fait que voilà, on n'est pas là non plus pour balancer n'importe quelle rumeur, balancer n'importe quelle... Il y a aussi ça qui est reconnu chez nous. Il y a malheureusement un peu à boire et à manger parmi les médias, on va dire, alternatifs, avec des gens qui vont répandre et partir dans des... Et auxquels on est souvent assimilé aussi. Vous attendiez à ce succès, Aude? C'est un peu une revanche pour vous ou pas finalement? Bon, alors moi j'ai eu un sas intermédiaire, de décompression, le passage aux médias. Non mais c'est vrai. Non mais c'est intéressant parce que c'était mal fini pour vous. Ça s'est mal fini pour tout le monde, j'ai envie de dire. Si vous voulez, c'est un média qui était adossé à une formation politique. La France Insoumise. La France Insoumise. Voilà. Et qui était une force... Et vous n'êtes pas d'extrême gauche. Qui était une force... Non, mais je ne suis pas de la France Insoumise. Je n'ai jamais été de la France Insoumise. Non, mais c'est important de le dire, hein, parce que la proposition m'a été faite, mais je n'entrerai jamais en politique. Donc, voilà. Néanmoins, voilà, c'est de la même façon que l'Obs, on ne le sait pas forcément, mais c'est créé bien avant que j'y entre, en utilisant la base d'adresse du Parti socialiste. Donc, voilà, et donc le média a utilisé, autre époque, un autre moyen technologique, la mailing list de l'AFI. Donc, voilà, donc une force politique ascendante, etc. Donc j'ai vu ce que c'était. Si vous voulez, à partir du moment où Sofia Chikirou, poussée par ses associés Gérard Miller
et Henri Poulain quitte la FI et que je me retrouve quitte le média, pas la FI, et que je me retrouve à la tête du média à la rentrée 2018 et que l'équipe précédente décide de cracher la chaîne. On est reparti de 0 abonnés sur YouTube, de 0 sur Facebook. Ils ont détruit des émissions, détruit la chaîne YouTube, détruit la page Facebook, etc. Et j'ai vu ce que c'était à partir du moment où un mouvement historique comme les Gilets jaunes surgit. Donc on est en novembre 2018. J'ai vu l'audience arriver, j'ai vu la confiance des gens revenir dans les médias alternatifs. J'ai vu, on est passé le premier jour sur les Champs-Élysées, comme les autres journalistes, on se faisait insulter, on s'est même fait casser une caméra, etc. Et on est passé de ça en quelques semaines, parce que les gens ont salué le travail et vu la bienveillance, etc. Et on est passé à des audiences complètement folles. Donc j'ai vu, c'est à ce moment-là que la conversion dans mon esprit s'est faite. Je me suis dit, mais oui, c'est possible en fait. On peut réconcilier le peuple avec les médias. On peut. Les gens ne haïssent pas les journalistes, c'est pas vrai. Ils haïssent le sale boulot que font les journalistes de plateau. C'est ça qu'ils haïssent. Mais la petite réserve que j'émettrais à notre optimisme d'aujourd'hui, c'est que quand on voit les études récentes, malheureusement, les sondages, je vois que seulement 82% des gens sont prêts à mettre de l'argent dans un média. Il y a une telle habitude de la gratuité qui s'est répandue et puis effectivement, comme le disait Régis, il y a... On se fait tous critiquer, nous les premiers, parce que évidemment, on ne donne pas tout en gratuit, mais j'ai envie de dire, quand vous allez acheter votre journal, pour ceux qui l'achètent encore dans le kiosque, vous ne le volez pas, c'est quand même incroyable. Les gens ont du mal. C'est très étrange, parce qu'on on fait de la pédagogie quotidienne, mais on a encore ça qui revient, mais ce n'est pas démocratique, c'est capitalistique. Donc, payer 5 € par mois pour voir... bon... Je ne sais pas, moi, le boulanger ne donne pas son pain gratuitement. Est-ce que ça en fait un capitaliste dangereux Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on va passer maintenant à la seconde partie de ce débat qui finalement est plus une discussion parce qu'il y a bien des points sur lesquels vous vous rejoignez. Justement, la transition est facile avec ce que vous venez de dire, Aude. Les médias mainstream sont-ils devenus des acteurs politiques à part entière ? Est-ce que vous avez le sentiment que les médias mainstream ont abandonné leur rôle de contre-pouvoir ? Et si oui, à quel moment ce basculement a-t-il eu lieu, d'après vous, Régis ? Moi, les médias mainstream... Alors, finalement, ce n'était pas Paris Match tellement le contre-pouvoir, on est d'accord. Mais c'est certainement pas un contre-pouvoir, mais au-delà de Paris Match, je ne suis pas sûr que quand je lis aujourd'hui le Parisien ou Libération ou même le Figaro, qu'on soit vraiment dans des journaux qui sont des contre-pouvoirs par rapport aux décisions, on va dire, d'Emmanuel Macron, à la politique générale du gouvernement. Là, il peut y avoir des critiques, il peut y avoir des journalistes qui se singularisent. C'est nous le contre-pouvoir aujourd'hui, d'après vous ? En tout cas, le journal mainstream, si on décrit cette catégorie en France, n'a jamais été un contre-pouvoir tel qu'il a pu l'être dans l'histoire aux États-Unis, par exemple, ou en Angleterre. C'est-à-dire que d'abord, ça se voit très bien. Moi, j'ai eu une période américaine quand j'étais à Paris Match. J'étais correspondant pendant 8 ans aux États-Unis. Quand j'allais interviewer un homme politique américain s'attend à être challengé. Il s'attend à ce qu'il y ait des questions vaches. Il est préparé, il a bossé. Il ne va pas être offusqué, ni vous poursuivre après, ni vous... parce que vous avez été irrévérencieux. Ils s'attendent à ce qu'il y ait ça. Ça fait partie de l'exercice démocratique et les médias sont un mal nécessaire et admis. Ensuite, en France, moi, ce qui m'a toujours choqué profondément, et aujourd'hui encore, on a un magazine Omerta, et j'essaye je ne fais absolument pas, sauf pour des questions techniques ou sur un point incompréhensible d'une interview, on va appeler la personne et on va clarifier ce qui a été dit. Mais la relecture systématique par l'homme politique du papier, ça c'est une spécificité française. Il paraît que ça existe en Allemagne, en Suisse aussi, mais en tout cas, ça n'existe absolument pas aux États-Unis. Je vous donne un exemple.
Laurent Wauquiez, puisqu'on en parle en ce moment. Moi, j'étais correspondant donc, de Paris Match aux États-Unis. Je venais d'interviewer Barack Obama. Barack Obama, c'était la star montante. Il venait d'obtenir la nomination démocrate. S'ouvre la convention des démocrates à Denver. Et qui est envoyé à l'époque du gouvernement Sarkozy Laurent Wauquiez. Et Laurent Wauquiez arrive, le journal m'appelle, me dit il faut interviewer Laurent Wauquiez pour les pages politiques. Je trouve très sympathique, on va manger un hamburger et il m'explique qu'il a eu un passage aux États-Unis, bon, une interview tout à fait banale et sans intérêt, mais bon, qui venait habillé, qui montrait le petit Frenchie envoyé par le gouvernement aux États-Unis. Et j'ai son attaché de presse qui vient me voir, qui me dit « Je vais vous donner mon mail pour la relecture ». Et moi, qui baignais complètement dans l'univers américain à l'époque, au point d'avoir passé parfois plus d'1 an sans revenir en France, je lui dis, mais attendez, monsieur, je viens d'interviewer Barack Obama. Barack Obama m'a pas demandé de relire mon papier. Ah, et je me souviens de Wauquiez disant, non, mais c'est bon, laisse tomber, voilà. Mais vous voyez le décalage. Alors que Barack Obama, l'interview que j'avais faite avec Laurent Saïm, c'était la première interview qu'il donnait à la presse française, c'était la première interview qu'il donnait à l'international. Il n'y avait pas de médias européens qui avaient interviewé Barack Obama, donc elle était quelque part très importante. Ça allait être le président des États-Unis, vous voyez. Donc le poids d'une interview comme ça, la petite phrase qui ne va pas, George Bush pareil. Première interview de George Bush à la Maison-Blanche, après la brouille avec la France, après la discorde avec Chirac, tout le monde attendait de savoir ce que Bush allait dire. Est-ce que vous allez vous réconcilier avec Jacques Chirac ? C'était ma question. George Bush ne m'a pas demandé de relire l'interview. Pourtant, c'était une interview qui faisait la couverture de Paris Match à l'époque. Il se rendait sur les plages de débarquement. Donc, il y avait un poids important. Voyez, et donc, moi, ce que je trouve, pour revenir à notre idée des médias mainstream, c'est qu'en fait, il n'y a jamais vraiment eu en France de véritables contre-pouvoirs par les médias. Il peut y avoir des enquêtes, mais même Mediapart s'est téléguidé par certains intérêts, même le Canard enchaîné dont on tresse des éloges. En fait, quand on lit un peu les enquêtes sur le Canard, on sent bien que c'est quand même intérêt bien compris, quoi. Voilà. C'est à cause de ça que le grand public a moins confiance dans les médias, d'après vous, Aude ? Justement, toutes ces combines et magouilles. Ça, c'est le moins qu'on puisse dire. Hein. La confiance s'est complètement effondrée au fil des années à l'égard des grands médias. Moi, j'y vois un phénomène positif. Hein. C'est une prise de conscience. Malheureusement, la puissance de feu de ces médias reste encore colossale, hein, parce que malgré tout, je vois, les gens continuent à regarder les journaux télévisés. La messe du 20h, la grande messe. Ça existe encore, des millions de personnes. Ça se tarit, mais bon, c'est vrai que ça reste encore des millions. Des millions de personnes la regardent. C'est passé de 10 millions à 5 millions. La presse régionale reste considérée par plein de Français comme une source fiable. Alors qu'on sait, il donne le tempo. On sait ce qu'il en est, parce que beaucoup d'articles dans Ouest France et autres ne sont que du bâtonnage de dépêches pondues à l'AFP, place de la Bourse, avec l'Élysée et les ministères. Donc, non, il y a tout le circuit de l'information est complètement pollué très gravement en France. Ce journalisme-là, il a trahi les classes populaires, d'après vous ? C'est évidemment en collusion totale avec les puissances financières et politiques. Et malheureusement, tant qu'on n'aura pas fait sauter ça, qui pèse sur les consciences et donc sur le vote, comment on peut le faire sauter, ça ? Alors, c'est d'une extrême complexité. Je pense que nous y contribuons en ouvrant d'autres... Vous sentez investi d'une mission, vous, à la différence en tout cas de moi. Vous sentez investi de cette mission de rééduquer les masses populaires ? Rééduquer, je ne sais pas si j'emploierais ce terme-là, mais en tout cas, oui, en tout cas, accompagner et essayer d'éclairer et essayer de partager la chance que j'ai eue, parce que dans ce métier, j'ai eu la chance de rencontrer de grands esprits, des intellectuels, quand même. Beaucoup. Et la chance de partager ces découvertes-là, oui, je pense que c'est une belle chose de le faire. Et de le faire effectivement en toute indépendance,
sans avoir un point de vue biaisé, oblique. Et vous êtes vraiment indépendante aujourd'hui? Vous sentez, vous pouvez dire frontalement comme ça face à la caméra, vous n'avez pas de pression? Alors je vous le dis, je n'ai Vous disiez tout à l'heure qu'il y avait quand même quelques actionnaires, enfin en tout cas, à qui vous deviez rendre compte. Notre modèle économique repose sur l'abonnement payant. Hein, donc c'est ça. Donc c'est ce qui assure notre indépendance. Donc nous avons des petits actionnaires issus de la société civile qui sont des gens engagés, qui ne sont absolument pas des actionnaires au sens de médias classiques et qui n'ont absolument aucun agenda politique et qui sont extrêmement minoritaires. Donc ça, c'est un fait. Après, oui, je vous dis, surtout, on est indépendant, oui, mais on est toujours tributaire d'un public. On ne peut pas faire n'importe quoi, on peut pas... chacun a une image, un créneau, on ne peut pas braquer totalement. Pour changer son public, il faut le convaincre, l'emmener avec soi. Donc on ne peut pas faire non plus... La liberté, ce n'est pas faire absolument ce qu'on veut quand on le veut. En revanche, et ça, je pense que c'est une éthique professionnelle que je partage avec Régis Le Sommier. Oui, je pense que la vérité factuelle, l'honnêteté intellectuelle, elles sont absolument fondamentales dans ce métier. C'est ce que rappelait Jaurès lui-même dans le premier éditorial de l'Humanité. Seules les classes en décadence ont peur de toute la vérité. Voilà. Et c'est ce que je pense. Moi, personnellement, je ne retiendrai pas d'informations ou de discours parce que je tremblerais pour moi. Voilà, vraiment, c'est le cas. Et ça n'a jamais été le cas jusqu'ici dans ma carrière. Mais justement, Régis, est-ce qu'on peut encore critiquer le pouvoir sans risquer une mise à l'écart? Parce que vous en avez été un peu victime, vous étiez dans les petits papiers de ces gens-là. Et puis aujourd'hui, on peut dire que vous avez été un peu quand même ostracisé, vous le disiez tout à l'heure, vous-même. C'est plutôt courageux d'ailleurs de votre part. Écoutez, moi ce que je sais, c'est que je n'ai pas une attitude, on va dire, rectiligne. J'ai parfois, il y a des choses que je regrette, il y a des choses que j'aurais aimé, bon bref, dans mon parcours. Mais là où je me suis toujours tenu, on va dire, à une ligne, c'est celle que je vous exprimais tout à l'heure, c'est-à-dire essayer, quand on part sur un sujet, quand on le publie, d'être le plus proche possible de la vérité, ou en tout cas d'aller, de forcer les portes, de tendre les micros, de recueillir la parole des gens, ou de leur donner une existence parfois. Parce que sur le grand reportage, vous entrez dans des réalités qui, sans vous, sans vous et vos collègues, on va dire, n'existeraient pas, ou seraient complètement ignorés ou oubliés par le reste du monde. Pour ce qui est de la conduite, c'est vrai que j'ai vu des choses, je ne peux pas les détailler ici, mais notamment des interventions politiques que j'ai trouvées profondément choquantes. Je trouve que c'est très bien d'ailleurs que j'ai ressenti ce choc, parce que je sais qu'il y avait autour de moi des gens que ça ne gênait absolument pas. Et donc je suis parti de ce journal. Maintenant, est-ce que... Vous regrettez d'en être parti? Je le regrette parfois, parce que... et puis aujourd'hui, je me dis que c'est plus mon histoire. Donc j'ai tourné la page. Je regrette... mais ce que je fais avec Omerta, c'est... d'abord, on a une partie magazine, d'ailleurs, on a un trimestriel, donc avec des images, avec des grands reportages. Donc, quelque part, c'est un peu une manière de continuer l'aventure et ce format que j'aimais bien. Mais j'adore aussi le format documentaire qui permet de dire les choses et de les raconter avec un autre type d'écriture. C'est pas avec les mêmes moyens, c'est pas la même échelle. Non, mais en tout cas, ce que oui, l'institution, j'y ai passé 27 ans. L'histoire a fait que, je ne sais pas si j'ai été courageux, mais en tout cas, j'ai été fidèle à une ligne de conduite, je pense. Et voilà. Et aujourd'hui, je ne me vois pas revenir dans un média
peut-être des collaborations ou des choses, mais ponctuelles, quoi. Voilà, même un média télé, peut-être de la radio, peut-être autre chose, je ne sais pas. Mais en tout cas, je pense que voilà, si c'est ça qui m'a fait, c'est ce que disait Aude tout à l'heure, ce qui m'a peut-être écarté, c'est la volonté justement de continuer à faire du journalisme. Et vous, Aude, honnêtement, vous regrettez pas un petit peu quand même votre ancienne vie dans ces médias mainstream, honnêtement? Honnêtement, jamais. Vraiment, je n'ai aucun regret. Effectivement, il y a la question des moyens, de l'image, etc. Bon, c'est un problème, moi, que j'ai réglé assez rapidement, intérieurement. Je précise quand même, et c'est un peu le cas aussi de Régis, que nous avons été débarqués violemment. Oui, L'un oui, l'autre, ce sont des expériences. Tous les trois ont été débarqués. Ce sont des expériences. C'est vrai. Ce sont des expériences que nous partageons, mais c'est important parce que parfois c'est très difficile même si on a ce désir de liberté totale, etc. Bon, c'est évidemment des choix très très lourds. À tout point de vue à faire, sauter en marche d'un train lancé à toute allure. On peut tout reconstruire parce qu'on est reparti de zéro. On peut se faire beaucoup de mal, on peut s'abîmer beaucoup dans ces affaires-là. Donc ça, je l'ai vécu. Puis il y a les procès, les prud'hommes, les machins, etc. Que vous avez gagné d'ailleurs. Voilà. Absolument. Mais non, je regrette pas. Je regrette pas parce que quand on place très très haut ses idées et qu'on a un tempérament indépendant, on ne peut pas être heureux dans ces cadres-là. Moi, j'ai encore, je le dis, je ne vais pas donner leur nom bien sûr, mais j'ai encore beaucoup d'amis dans ce monde-là, dans le groupe Le Monde, dans Nouvel Obs, etc. Et je vois que les meilleurs d'entre eux, humainement, souffrent, sont plus ou moins atteints de syndrome dépressif, ou sont en tout cas, voilà, leurs forces vives ne sont pas les mêmes. Parce que quand vous passez votre journée littéralement à faire des claquettes, diversion à la solde d'un oligarque pour qu'il puisse aller présenter ses hommages à l'Élysée, vous n'avez pas, vous ne vivez pas votre métier avec la même intensité, la même joie et la même force vitale que des gens comme nous, forcément. Et à l'approche de l'élection, je parlais tout à l'heure de Trump justement, on le voit bien, le calendrier avec ce qui s'est passé avec Marine Le Pen aussi, encore plus peut-être même, l'approche de l'échéance de 2027. Est-ce que vous sentez qu'il y a une sorte de fragilité qui est en train de s'emparer de ces médias mainstream qui sont en train de peut-être réaliser que leur pouvoir leur échappe, quoi, quotidien aujourd'hui. Bon, vous me direz, Hanouna, il a été débarqué aussi, mais là c'était par l'Arcom. Mais est-ce que vous pensez que ces gens-là ont un peu peur finalement pour leur avenir aussi? Je ne sais pas s'il y aura une révolution ou si tout ça va changer en 2027. Ce que je remarque, moi, je reviens de Roumanie pour un reportage qui sera diffusé sur Omerta très prochainement. J'étais assez estomaqué. J'ai longtemps parlé avec des gens là-bas. Il y a beaucoup de locuteurs français et tout le monde, enfin beaucoup aussi parlent anglais. Et donc ils ont la parole assez libre, la parole assez facile. De me retrouver dans un pays qui a tellement donné pour se libérer de la dictature communiste et qui voit son élection présidentielle annulée entre le premier et le deuxième tour. Consécutivement à ça, le candidat qui était arrivé en tête tente de se représenter, sa candidature est rejetée. Une autre candidate, extrémiste certes, mais a aussi sa candidature rejetée, tout en ayant été élue sénatrice et députée européenne en même temps. Donc, c'est-à-dire qu'elle est autorisée, elle s'appelle Diana Chochwaka, elle a été autorisée à être députée européenne roumaine, sénatrice roumaine, mais elle ne peut pas se présenter à l'élection présidentielle parce que, voilà, on juge que sa candidature... Donc, bref, on est dans un pays de l'Union européenne qui s'est libéré de Ceausescu. Et j'ai vu des gens, même à gauche, là-bas, dire qu'il y a quelque chose d'un peu choquant. Des gens qui étaient... voilà. Et de constater, bon, ce qui se passe avec Marine Le Pen,
le calendrier judiciaire, fait que ça tombe à ce moment-là. La question de l'invalidité, enfin du fait qu'elle ne puisse pas se représenter pendant 5 ans, bon, on sent qu'il y a quand même une manipulation aussi, d'une toute autre échelle. En France, vous parliez de la suppression d'une chaîne de télé parce qu'il y a un animateur qui ne plaît pas. Ça veut dire que du coup, on supprime tous les autres programmes, que les 2 millions de personnes qui suivaient, c'était la chaîne la plus suivie de la TNT. Tout ça pour la remplacer par une télé qui n'est même pas prête au moment... Voilà. Il y a quand même quelque chose... et pour revenir sur Marine Le Pen, quoi qu'on pense de Marine Le Pen, on est quand même, et vous l'avez dit tout à l'heure, avec un Emmanuel Macron qui se maintient au pouvoir après avoir perdu, pas une fois les élections, mais 3 fois les européennes, le premier tour des législatives, le deuxième tour, et qui se maintient au pouvoir, et qui fait comme si tout était... Et qui a gagné les 2 présidentielles que par le barrage républicain, bien sûr, voilà. Par un vote contraint. Tout à fait. Vote contraint, pistolet sur la tempe, attention, sinon c'est le fascisme. Avec visite à Oradour-sur-Glane, etc. Enfin, toute la quincaillerie habituelle. Et là, on est dans un pays... Mais c'est là que c'est important. C'est-à-dire tous les deux, vous ne reconnaissez plus la légitimité d'Emmanuel Macron. J'ai eu Juan Branco, d'ailleurs, c'est à vous que je vais demander ça. Vous êtes pour que... Non, mais c'est pas ça. Vous avez une forme de radicalité qui s'est emparée de vous, alors là. Non, c'est pas une forme de radicalité, c'est un constat lucide. Il a été élu légitimement, quand même, malgré tout. Là, je ne veux pas me faire l'avocat d'Emmanuel Macron, mais... J'ai un copain très légaliste hier qui me disait une chose qui me dit on aura maintenant toujours un doute sur l'intérêt d'aller voter. C'est vers ça qu'on nous enferme. Là, ça rejoint notre débat sur les médias alternatifs. Beaucoup de gens nous disent, mais vous, les médias alternatifs... L'histoire de la Roumanie est fondamentale. Ça veut dire que si, aujourd'hui, ce que montre l'Europe, le chemin que montrent des gens comme Nathalie Loiseau, comme Ursula von der Leyen, comme Thierry Breton, c'est que si le résultat d'une élection en Europe n'est pas dans le sens de l'Europe, ça avait déjà failli arriver pour Meloni, souvenez-vous, où Ursula von der Leyen avait menacé les Italiens en leur disant si vous votez Giorgia Meloni, vous votez pour la sortie de l'Europe, ce qui était faux. Donc ça veut dire elle menaçait l'Italie et elle menaçait justement de sanctions. Finalement, Giorgia Meloni a été très fine à jouer la carte européenne tout en jouant sa partition propre, etc. Elle s'est faite admettre, mais ça a été ric-rac. Et là, en Roumanie, on est face à un candidat, Georgescu, qui est haut en couleur, on est d'accord, mais qui n'est pas du tout un type d'extrême droite à la base. Il a juste le tort d'avoir parlé de paix et de vouloir la paix en Ukraine. Ça ne peut pas coïncider avec les visées de l'OTAN, avec le fait que le flanc sud de l'OTAN est là et que la France a plus de 1000 soldats présents sur le sol en Roumanie. Donc voilà, on est dans un processus qui me paraît malsain. C'est pas, je me radicalise pas, je constate Non mais on simplement... tombe les masses là quand même un peu. Vous voulez la destitution d'Emmanuel Macron, vous, de Lancelin ? Je pense que de lui-même, il aurait dû partir. Oui. Bah voilà, non mais ça, il n'y a pas de doute à ce sujet, parce que, si vous voulez, après, on peut discuter de l'opportunité ou pas du barrage républicain et de la légitimité d'une élection obtenue comme ça par le système. Mais il n'empêche que tout ça s'est fait dans les règles. Mais l'été dernier, nous sommes sortis. Nous sommes sortis des règles. Nous sommes dans une autre dimension maintenant. Vous voulez dire depuis l'élection, les législatives, qui ont été entièrement décidées, provoquées par Emmanuel Macron, sans consulter personne. Et il n'a pas tenu compte du résultat des urnes. Par quelques bouts qu'on prenne la chose. Que l'on considère que le NFP, le groupe NFP, soit arrivé en tête et que Lucie Castet ou autre aurait dû être nommé, il n'a pas respecté ça. Que l'on considère que le RN soit arrivé en nombre de voix en tête, il n'en a pas tenu compte non plus. Donc de toute façon, il gouverne désormais sans les urnes. Voilà. Et si une personne... il faut quand même un degré de mauvaise foi médiatique et d'hallucination collective, de foi délirante envers ce système pour que ça puisse continuer comme ça, sans que rien ne se passe, sans que les députés, parce que la petite comédie parlementaire se poursuit. Je suis désolée, moi je répète souvent ça sur l'antenne de QG, mais c'est la vérité. Si tous avaient démissionné, j'inclus aussi bien le RN que la gauche. Il y avait une crise majeure du régime. Mais la crise majeure doit conduire l'instable de l'Élysée aurait été obligé de provoquer une élection. La crise majeure doit conduire normalement le président qui
je le rappelle, prend cette décision de dissolution de l'Assemblée nationale à la suite du résultat des européennes, qui porte en tête Jordan Bardella. Donc il y a déjà un premier camouflet. L'idée, c'est de sa part, et par souci d'honnêteté, de se dire, voilà, les Français m'ont désavoué, ils ont désavoué mon projet, remettons... Et c'est François Bayrou qui sort de là. Il est 2 fois désavoué à nouveau, et parce que la Constitution le lui permet, et uniquement pour ça, il se maintient au Mais pouvoir. pardon, est-ce que François Mitterrand à l'époque faisait pas la même chose? François Mitterrand a cohabité, mais la cohabitation était plus, on va dire, elle avait été prévue, bien sûr, l'esprit de la Constitution tel qu'il a été, de la Ve République tel qu'il a été, on va dire, conçu par Michel Debré et le général de Gaulle, c'était effectivement de pouvoir, de faire en sorte que le président dispose de larges majorités pour pouvoir... Mais pourquoi je vous demande ça? Parce Bon. que vous savez bien que tous les médias alternatifs, la critique majeure, moi, que j'entends, c'est qu'on est tous des fous, complètement en marge du système, Moi, et qu'on j'écoute est les des gens. affreux limites révolutionnaires. Non, donc. moi, j'écoute les gens quand je vous parle de cet ami hier qui, en général, a des positions beaucoup plus très très nuancées, me dire je ne sais plus pourquoi, à quoi sert mon vote en fonction de l'élection roumaine, de considérer qu'il y a une véritable intrusion, parce que Thierry Breton l'avait dit, ça se passe en Roumanie. Alors après, il a expliqué que c'était son DSA, qui était, en fait, qui parlait pas exactement d'arrêter ni de supprimer les élections, que c'était pas ça qu'il a voulu dire, mais il a quand même dit, on fera la même chose pour l'AfD si l'AfD arrive en Allemagne. C'est profondément choquant. Il y avait eu l'épisode Elon Musk aussi qui était... Oui, mais il y a fait des beaucoup, ingérences. ouais. Mais en Comme Roumanie, toujours. en Roumanie, il y a énormément d'ingérences de la part des États-Unis. C'est colossal. Quel Le regard phénomène Trump est incroyable. Sur en Elon Roumanie. Musk, c'est intéressant d'avoir votre point de vue. Quel regard vous portez sur lui, Aude Lancelin, par exemple? Parce qu'il n'est pas franchement issu de votre même famille politique, mais bon. Non, mais bon, moi je suis nuancée sur le cas Musk, qui est d'une complexité pas inintéressante. Qui a libéré les vannes quand même. Hein, ce qu'il a fait en termes de... Moi je vous le dis franchement, pour des gens comme nous totalement bâillonnés, qui ne sont plus conviés sur les grandes chaînes mainstream. Littéralement, il a sauvé la situation. Il a dit que les médias citoyens, c'est vous les médias d'aujourd'hui. Oui, absolument. Donc avec tous les excès qu'on peut lui reprocher, etc. Mais bon, You're the media. Il a quand même fait ça. Donc effectivement, pour revenir à votre question initiale sur les États-Unis et l'UE, oui, il s'est passé quelque chose de très important. Oui. Les élites européennes sont totalement déstabilisées. Oui, elles ont perdu leur grand maître américain, etc. Est-ce qu'il va en sortir quelque chose de bon? Je parle en tout cas de la France. Une souveraineté retrouvée. Malheureusement, on n'en est pas encore sûr à l'heure où on se parle, parce que on voit que la pente, on l'a vu lors de la crise des tarifs douaniers là, qui n'a pas plus d'une semaine, la pente, ce n'est pas de revenir au sujet de fond, comment nous allons à nouveau pouvoir produire, comment nous allons à nouveau pouvoir retrouver nos leviers de souveraineté, etc. Non, la réaction, c'est de se dresser sur ses ergots, de se cacher derrière l'Allemagne, une fois de plus, même de démettre la possibilité de livrer à nos alliés européens l'arme nucléaire, laisser l'Allemagne redevenir une puissance militaire de première importance, et ce sera forcément à notre détriment. Et malheureusement, j'ai l'impression qu'on est en train de retrouver les élites françaises des années 30, 40, qui de toute façon se sont toujours très bien arrangées des pertes de souveraineté. Donc je ne suis pas, évidemment, rien n'est joué, et nous, on fera tout ce qui est en notre pouvoir en termes d'information pour que ça ne se passe pas. Mais je ne suis pas sûre que ce qui aurait pu être un électrochoc, dans la mesure où les États-Unis se retirant, chacun pourrait être renvoyé à ses propres intérêts vitaux nationaux, je ne suis pas sûre que cet électrochoc, on en fera vraiment quelque chose. On revient à vos médias justement respectifs. Est-ce que vous avez une idée du profil des gens qui vous regardent l'un et l'autre? Un peu.
Alors, c'est quoi le public de QG? C'est quoi le public d'Omerta? Alors, Le retour que vous moi, en avez. mon obsession, c'était que je ne voulais pas qu'on soit un média de niche pour... Des déçus de la fête de l'humain, c'est quoi? Non, justement, je ne voulais pas qu'on soit un média de niche pour surdiplômés, bac plus 8, machin. Et, Ça, c'est l'image que vous avez, vous. et je voulais, non. Et je voulais qu'on garde un ancrage populaire. Et on a Gilet jaune, c'est ça. Et on a gardé un pied dans ce monde-là. Et c'est très important parce que je vous assure que dans les milieux populaires, il n'y a pas d'abonnés au Nouvel Obs et très peu à Marianne, à mon avis, voire pas du tout. Donc non, et c'est aussi pour ça d'ailleurs que j'avais fait le choix de la dominante audiovisuelle. Parce que c'était un support... Mais vous n'avez pas de magazine. Vous pourriez avoir un magazine à côté comme demain on pense à une publication prochaine, mais non, prochaine, une publication QG, mais sous forme d'un livre. Oui, on est en train d'y réfléchir. Un MOOC. Voilà, mais on n'est pas sur une publication papier trimestrielle comme mon camarade. Régis, le public, est-ce que vous avez des échanges un petit peu? Est-ce que vous devinez un peu le public que vous avez? L'autre jour, je sortais de chez moi et je vois un Africain qui vient vers moi en tenue traditionnelle et qui me dit « Ah, Régis Le Sommier, Omerta !» Et il commence à me dire « Je suis guinéen », il y a son frère qui arrive, ils étaient en train de déménager, il y a un troisième, un Algérien qui vient. Ils étaient tous absolument ravis d'être... Oui, parce qu'évidemment, YouTube, ça franchit des frontières. Et nous, on a une forte orientation aussi internationale, même si on traite aussi de sujets nationaux. Et donc, on est beaucoup suivi à l'étranger et particulièrement en Afrique. C'est ce que m'a dit cette personne donc, originaire de Guinée. C'était assez surprenant. Je m'attendais pas. Je sais que très souvent on m'interpelle, on me dit oui c'est News, ou on me dit c'est News ou Omerta. C'est pas tout à fait le même public, mais parfois il y a beaucoup de militaires aussi qui nous suivent. C'est un peu normal. On va sur des théâtres où parfois les militaires français ont assez peu de retex, comme ils disent, de rétex, c'est-à-dire sur l'Afghanistan par exemple. Quand on fait des sujets là-bas, ou sur la Syrie, ou même sur la Russie, quand on va sur le front là-bas. Ils ont beaucoup de retex côté ukrainien, mais ils en ont très peu côté russe. Donc ce qui fait que ça les intéresse ce qu'on publie. Et comme on le fait avec la plus grande honnêteté possible, et que je vous le dis, moi, ce côté, cette étiquette parfois mise sur nos reportages ou sur nous de pro-russes n'est absolument pas justifiée quand on voit ce qu'on fait. Et c'est plusieurs fois d'ailleurs, des personnes m'ont interpellé pour me le dire. Donc le public d'Omerta, je crois que c'est aussi un public qui recherche d'autres sources finalement d'intérêt, d'autres sources peut-être d'explications, d'autres qui en ont marre effectivement des médias mainstream, qui veulent voir autre chose, qui ont l'impression aussi qu'on ne leur dit pas la vérité ailleurs. Donc l'an dernier, j'étais dans un festival, j'avais sorti un livre sur l'Ukraine, et j'étais au festival de Cône-sur-Loire, festival très extraordinaire, super, vraiment petite ville, très accueillante. Et on m'a présenté les dames du Rotary Club local, bien pomponnées, on discute, etc. Et je commence à leur demander, je leur dis, mais quelles sont vos sources d'information? Je suis curieux de savoir. Et elles me disent, les chaînes YouTube. C'était des dames qui avaient 50, 60 ans. Je ne m'attendais pas du tout à ce qu'elles me disent ça. Moi, voilà, je pensais générationnellement parlant. Ah mais non. Donc j'ai compris là, je me suis dit. Ça touche tout le monde. Ça touche tout le monde. C'est pas simplement. Je vis exactement les mêmes expériences. Je suis interpellée. Dans un Leroy Merlin, au rayon luminaire, dans un garage, dans le train Bordeaux-Paris, par des gens de toute provenance. C'est très étrange. Et politiquement, d'ailleurs... c'est réconfortant, d'ailleurs. Ça fait, mais non, mais c'est preuve qu'effectivement, un autre monde est en train de surgir. Ouais. Ça va être la dernière partie de l'émission. Et que chez les gens
effectivement, qui ont commencé à prendre conscience du blocage total du pays, il y a ce désir, effectivement, de trouver des sources d'informations alternatives. Et ce n'est pas pour nous jeter des fleurs, mais très franchement, depuis début 2022, si nous n'existions pas, je ne vois pas, évidemment j'inclus des rédactions comme Le Monde diplomatique qui a fait un super boulot, je ne vois pas comment on peut s'informer sur l'Ukraine aujourd'hui en France. LCI est une chaîne terrifiante, avec un faux espion ancien du KGB, une hystérique ukrainienne qui raconte n'importe quoi, qui d'ailleurs à une époque travaillait pour des publications pour mettre en valeur la Russie, mais qui maintenant est devenue... À la Poédie. Oui,